Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, C'est moi, parti. Didier Manson, je vous emmène dans un sujet qui paraît très simple quand on le regarde de loin, mais qui peut faire toute la différence entre une intervention propre, sûre et maîtrisée et une vraie galère sous une voiture. Le jack transmission, guide de choix autrement dit, comment choisir, comprendre et utiliser correctement un cric de transmission ou vérin de transmission. Quand on travaille sur une boîte de vitesse, une boîte automatique, un différentiel, un pont, un berceau moteur ou même certains éléments lourds de transmission. Et je vous le dis tout de suite, si vous pensez qu'un simple cric rouleur avec une planche en bois peut toujours faire l'affaire, restez bien jusqu'au bout, parce que c'est précisément ce genre de raccourci qui peut coûter cher, abîmer une pièce, faire perdre des heures ou pire, provoquer un accident. Dans cette vidéo, je vais vous parler comme je le ferais dans mon propre garage, sans jargon inutile, mais avec tous les détails importants. À quoi sert vraiment un jack transmission? Dans quel cas il devient indispensable? Comment choisir la bonne capacité, la bonne hauteur, le bon plateau, le bon système d'inclinaison? Comment éviter les modèles trop faibles ou mal adaptés? Comment placer la voiture et comment sécuriser la charge? Comment descendre ou remonter une boîte sans forcer? Et comment reconnaître le moment où l'outil vous aide vraiment au lieu de simplement vous donner une fausse impression de sécurité? Quand on travaille sur une transmission, on n'est pas en train de retirer une petite pièce légère qu'on peut tenir d'une main. Une boîte de vitesse peut être compacte sur une petite citadine, mais elle reste lourde, instable, souvent pleine d'huile, avec une forme irrégulière, des points d'appui pas toujours évidents, et parfois un centre de gravité qui surprend au moment où elle se décolle du moteur. Sur une propulsion, une boîte manuelle ou automatique peut être longue, encombrante, déséquilibrée vers l'arrière ou vers l'avant. Selon la cloche, le convertisseur, la rallonge ou la sortie de transmission. Sur un utilitaire, un 4x4 ou une voiture sportive, on peut très vite se retrouver avec une masse que le corps humain ne devrait jamais essayer de retenir à bout de bras. C'est pour ça que le cric de transmission n'est pas un accessoire de luxe, mais un outil pensé pour accompagner un organe lourd dans un mouvement vertical contrôlé, tout en permettant de corriger son angle, de la maintenir stable et de travailler avec précision. La première chose que je regarde quand je choisis un jack transmission, ce n'est pas la couleur, ce n'est pas la marque imprimée sur le côté, ce n'est même pas le prix tout de suite, c'est la capacité réelle de charge et la marge de sécurité. Beaucoup de gens se disent qu'une boîte pèse peut-être 60, 80 ou 100 kilos, donc un cric annoncé à 150 kilos suffit. En théorie, peut-être. En pratique, je préfère toujours garder une vraie marge, parce que la charge n'est pas toujours parfaitement centrée, parce qu'un outil vieillit, parce qu'un sol n'est pas toujours absolument plat, parce qu'une transmission peut bouger quand on tire sur un arbre, quand on décolle un pion de centrage, quand on libère un support, et parce qu'un outil utilisé au maximum de ses capacités inspire rarement confiance. Pour une utilisation amateur sur petite voiture, je considère qu'un modèle autour de 500 kg peut déjà couvrir beaucoup de besoins. Mais je regarde aussi la qualité de construction, la stabilité de l'embase et la finesse de la descente. Pour un usage régulier, pour des boîtes automatiques, pour des véhicules plus gros ou pour un atelier, je vise souvent plus haut. Non pas parce que je veux lever 1 tonne tous les jours, mais parce qu'un outil plus robuste travaille plus calmement, se déforme, moins, inspire plus confiance et donne une meilleure sensation dans les mains. Ensuite, je regarde la hauteur minimale et la hauteur maximale, parce qu'un cric de transmission n'a pas la même logique selon qu'on travaille au sol avec une voiture posée sur chandelle ou sous un pont élévateur. Si je travaille dans un garage domestique, sans pont, avec une voiture levée sur des chandelles solides, j'ai besoin d'un cric de transmission bas, capable de passer sous la voiture, d'aller chercher la boîte sans devoir lever le véhicule à une hauteur déraisonnable. Là, un modèle compact, parfois appelé cric de transmission bas ou adaptateur de transmission pour cric rouleur, peut sembler pratique. Mais il faut être très attentif à la stabilité et au maintien de la charge. Sous un pont 2 colonnes ou 4 colonnes, c'est une autre histoire. La voiture est en hauteur. Moi, je travaille debout ou presque. Et j'ai besoin d'un vérin de transmission verticale, avec une grande course, une base large, des roues solides et une tête réglable. Un modèle trop court m'obligerait à improviser avec des cales, ce que je n'aime pas du tout sur une charge lourde. Un modèle trop haut ne passerait pas dans certaines configurations. La bonne hauteur,
c'est celle qui permet d'arriver à la boîte sans être en fin de course, avec encore un peu de réserve pour monter, descendre et ajuster. La course du vérin compte aussi énormément. Un outil qui monte et descend de manière fluide, progressive, sans à-coups, vous donne le contrôle. Un outil qui descend brutalement dès qu'on ouvre un peu la valve peut transformer une opération délicate en moment de panique. Moi, quand je teste ou quand j'utilise un jack transmission, je fais toujours attention à la progressivité de la pompe, au comportement, de la pédale ou du levier, et à la précision de la soupape de descente. Quand on est en train de dégager l'arbre primaire d'un embrayage ou de réaligner une boîte sur les pions de centrage du moteur, quelques millimètres peuvent faire toute la différence. Il ne faut pas se battre avec l'outil. Il doit obéir doucement. Il doit permettre de s'arrêter exactement où on veut. Si vous devez forcer, secouer, tirer sur la boîte ou vous appuyer dessus pour compenser un mauvais angle, il y a un problème dans la méthode, dans le réglage ou dans l'outil. Le plateau du cric de transmission est un autre élément que je prends très au sérieux. Une transmission n'est pas un cube plat. Elle a des nervures, une cloche, des carters, parfois un carter d'huile, des capteurs, des connecteurs, des supports, des bouchons, des zones fragiles et des zones plus solides. Un plateau trop petit concentre la charge au mauvais endroit. Un plateau trop lisse laisse la boîte glisser. Un plateau sans inclinaison oblige à bricoler. Ce que je préfère, c'est une tête réglable, avec des bras, des patins, des chaînes ou des sangles, et surtout une possibilité d'incliner vers l'avant, vers l'arrière et parfois latéralement. Pourquoi l'inclinaison est-elle si importante? Parce qu'une boîte ne sort pas toujours parfaitement droite. Le moteur peut être légèrement incliné dans le compartiment, la voiture peut être levée d'une manière qui modifie les angles, les supports moteurs peuvent laisser l'ensemble basculer quand on retire le support de boîte. Une boîte automatique avec convertisseur demande une attention particulière pour ne pas tirer de travers. Une boîte manuelle doit être alignée avec le disque d'embrayage au remontage. Sans réglage d'angle, on finit souvent par compenser avec les bras, le dos ou des cales, et c'est là que les erreurs arrivent. Avec une tête réglable, je peux accompagner la pièce au lieu de lutter contre elle. Je peux descendre l'arrière de la boîte, relever légèrement la cloche, corriger une inclinaison et trouver l'alignement sans brutalité. La stabilité de la base est tout aussi importante. Quand on regarde un jack transmission, il faut imaginer la charge en hauteur, pas seulement posée au sol. Plus la charge monte, plus le centre de gravité devient critique. Une base large avec 4 roues ou roulettes robustes donne plus de stabilité. Des roulettes qui tournent bien, même sous charge, évitent les mouvements brusques. Un sol propre et plat devient indispensable. Je ne travaille pas avec ce genre d'outils sur du gravier, de la terre, une dalle cassée ou une pente. Même une petite irrégularité peut provoquer un décalage au mauvais moment. Avant de lever ou de descendre une transmission, je nettoie la zone, je retire les outils qui traînent, les boulons au sol, les câbles. Je les rallonge, tout ce qui peut bloquer une roulette ou me faire trébucher. Ça paraît basique, mais c'est souvent ce qui distingue une intervention calme d'un chantier chaotique. On parle beaucoup de la capacité du cric, mais il ne faut jamais oublier que la voiture elle-même doit être correctement soutenue. Un jack transmission ne remplace pas des chandelles, ne remplace pas un pont, ne remplace pas un support moteur, ne remplace pas une méthode de sécurité. Si je retire une boîte, je vérifie que le véhicule est stable avant même de toucher à la transmission. Sur chandelle, je m'assure qu'elle repose sur des points solides, que les roues restantes sont calées, que le frein de stationnement est utilisé quand c'est pertinent, que la voiture ne peut pas avancer, reculer ou basculer. Sous un pont, je vérifie le positionnement des bras, l'équilibre de la voiture, et je tiens compte du fait que retirer une transmission peut modifier la répartition des masses. Quand on enlève un gros élément à l'avant ou à l'arrière, une voiture peut devenir plus légère d'un côté et réagir différemment. C'est particulièrement vrai sur certains véhicules où le groupe motopropulseur représente une part importante du poids. Le choix du jack transmission dépend aussi du type de travail que vous faites. Si vous faites seulement une fois tous les 3 ans un embrayage sur une petite traction, vous n'aurez pas forcément les mêmes besoins. Qu'un atelier qui dépose des boîtes automatiques, des transferts de 4x4 et des transmissions de camionnettes, pour un particulier, je dirais qu'il faut éviter 2 pièges. Acheter trop bas de gamme parce qu'on pense l'utiliser une seule fois, ou acheter un monstre trop encombrant qu'on ne pourra jamais manipuler correctement dans son garage. Le bon outil est celui qui correspond à votre espace, à votre hauteur de travail, à vos véhicules et à votre niveau d'expérience. Un cric compact peut être pratique, mais seulement si la tête maintient correctement la boîte.
Un vérin professionnel est confortable, mais il a besoin de hauteur et d'espace autour de lui. Un adaptateur de transmission pour cric rouleur peut dépanner, mais il doit être solide, bien fixé et utilisé avec beaucoup de prudence. Parce qu'un cric rouleur classique est fait pour lever un véhicule par un point d'appui relativement stable, pas forcément pour porter une masse irrégulière qui doit être inclinée, déplacée et alignée. Moi je préfère un outil dédié dès qu'on parle d'une boîte lourde ou d'une opération délicate. Avant de déposer une transmission, je prépare toujours l'opération comme si je voulais éviter toute improvisation sous la voiture. Je repère les connecteurs, les câbles, les durites, les supports, les vis de cloche, les arbres de transmission, le démarreur si nécessaire, les commandes de boîte, les conduites de refroidissement sur automatique, l'échappement si celui-ci gêne, les traverses et les protections. Je vidange quand c'est nécessaire, ou au minimum je prévois que de l'huile puisse s'écouler. Je soutiens le moteur si la boîte partage un support important avec lui. Je ne compte pas sur les cylinder blocs restants pour tenir un moteur dans une position confortable. Un support moteur par le haut, une barre de maintien ou un cric correctement placé sous une zone solide peuvent être nécessaires. Mais là encore, il faut éviter d'écraser un carter fragile ou de placer une charge sur un élément qui n'est pas fait pour ça. Le jack transmission arrive ensuite comme un soutien précis sous la boîte, pas comme une solution magique qui compense tout le reste. Quand je positionne le plateau, je cherche le centre de gravité. Ce n'est pas toujours le centre géométrique. Une boîte peut être plus lourde côté cloche, plus lourde côté différentiel, plus lourde côté convertisseur. Je fais monter le plateau doucement jusqu'au contact, sans lever brutalement la boîte. Je veux sentir que la charge repose, mais je ne veux pas encore forcer. Ensuite, je sécurise avec les chaînes ou les sangles si l'outil en a, et quand il n'en a pas, je réfléchis encore plus à la stabilité. Parce que poser simplement une boîte sur un plateau sans maintien, c'est accepter qu'elle puisse glisser au moment où elle se libère. Les chaînes ne sont pas là pour écraser la pièce, elles sont là pour empêcher un basculement. Il faut les passer de manière intelligente, sans arracher un capteur, sans appuyer sur une conduite, sans coincer un câble. Une sangle trop lâche ne sert presque à rien. Une sangle trop serrée sur une partie fragile peut casser quelque chose. C'est un équilibre. Au moment de desserrer les dernières vis, je ne me place jamais sous la trajectoire possible de la boîte. Je garde mon corps hors de la zone de chute. Je ne mets pas les mains entre la boîte et le moteur, comme si je pouvais retenir tout l'ensemble. Les doigts ne doivent pas devenir des cales. Je libère progressivement. Je vérifie que rien ne retient encore la transmission. Et si ça ne vient pas, je ne force pas comme un fou. Une boîte qui ne se sépare pas peut être retenue par une vis oubliée, un pion grippé, un support encore en tension, un arbre mal dégagé, un convertisseur encore fixé au volant moteur, une tôle, un faisceau ou une durite. Forcer avec le cric ou faire levier n'importe où peut casser une oreille de carter ou endommager une surface d'appui. Quand tout est prêt, le jack transmission doit permettre un mouvement contrôlé, parfois avec une légère correction d'angle, parfois avec un petit recul, parfois avec une descente millimètre par millimètre. La descente est un moment où il faut rester concentré. Beaucoup d'accidents arrivent quand on pense que le plus dur est fait, la boîte est détachée, on se détend, on descend trop vite, une roulette accroche, le plateau s'incline, la charge se déplace, et tout devient dangereux. Je descends toujours lentement, en observant ce qui se passe autour, je regarde les arbres, les supports, le tunnel, le berceau, les faisceaux, les conduites. Je ne suppose pas que tout est libre, je vérifie. Si la boîte touche quelque chose, je m'arrête. Je corrige. Je ne force pas la descente. Une transmission lourde peut arracher ce qui reste accroché. Une fois au sol ou à hauteur basse, je pense au déplacement. Un jack transmission avec une boîte dessus n'est pas un chariot de course. On le déplace doucement, sur un sol propre, sans tourner brutalement. Si je dois transférer la boîte sur un établi, je réfléchis à la méthode avant de la soulever à la main. Parfois, il vaut mieux utiliser une table élévatrice, un palan, ou être deux, plutôt que de faire un mouvement dangereux. Pour le remontage, le jack transmission devient encore plus intéressant, parce que remonter une boîte est souvent plus exigeant que la descendre. À la dépose, la gravité aide. Au remontage, il faut aligner, monter, avancer, corriger l'angle, garder le disque d'embrayage centré, éviter d'écraser un joint, ne pas forcer sur l'arbre primaire, ne pas laisser pendre une boîte automatique sur le convertisseur, ne pas utiliser les vis de cloche, comme un treuil pour rapprocher deux pièces mal alignées. Je le répète parce que c'est capital.
les vis de fixation ne servent pas à tirer une boîte en place contre une résistance anormale. Si la boîte ne vient pas naturellement au contact, c'est qu'il y a un problème d'alignement, de centrage, d'angle, de convertisseur. À de disques, de pions ou d'obstacles, avec un bon jack transmission, je peux ajuster la hauteur au millimètre, incliner légèrement, faire avancer doucement, contrôler la position et sentir quand les pièces s'emboîtent correctement. C'est cette finesse qui évite de casser une cloche, d'endommager un filetage ou de créer une panne avant même de redémarrer la voiture. Sur une boîte manuelle, je fais très attention à l'embrayage. Un disque mal centré rendra le remontage pénible. Même avec le meilleur cric du monde, si le disque n'est pas dans l'axe, l'arbre primaire ne rentrera pas correctement. Le jack aide à présenter la boîte, mais il ne corrige pas une préparation mal faite. Je vérifie le centrage, je vérifie le roulement pilote quand il y en a un, je vérifie l'état de la butée, je vérifie la fourchette, les guides, les joints, les surfaces de contact. Tant que la boîte est déposée, c'est le moment de contrôler tout ce qui serait inaccessible ensuite. Sur une boîte automatique, je suis encore plus prudent avec le convertisseur de couple. Il doit être bien engagé dans la pompe, avec ses niveaux d'emboîtement correctement sentis, et il ne doit pas se retrouver coincé ou tiré de travers au remontage. Une erreur à ce niveau peut détruire une pompe de boîte et transformer une intervention en catastrophe coûteuse. Le cric de transmission permet de garder la boîte stable, mais c'est à moi de vérifier que le convertisseur reste en place, que l'alignement est correct et que le rapprochement se fait sans contrainte anormale. Quand on choisit un jack transmission, il faut aussi penser à la maintenance de l'outil lui-même. Un vérin hydraulique doit rester propre, sans fuite, sans tige marquée, sans pédale molle, sans descente incontrôlée. Les roues doivent tourner, les fixations doivent être serrées, les chaînes doivent être en bon état, les patins ne doivent pas être cassés. Un outil qui a pris des chocs, qui a été surchargé ou qui descend tout seul, ne doit pas être utilisé sous une charge lourde. Je sais qu'on aime rentabiliser son matériel, surtout quand on bricole, mais la sécurité passe avant l'économie. Un cric de transmission qui lâche au mauvais moment peut faire beaucoup plus de dégâts que son prix d'achat. Le rangement compte aussi. Si vous laissez l'outil dans l'humidité, avec la tige sortie, couvert de poussière métallique et d'huile, il vieillira mal. Je préfère le nettoyer après utilisation, le redescendre, vérifier rapidement qu'il n'a pas été abîmé et le stocker dans un endroit où il ne prendra pas de coups. Le budget est évidemment une vraie question. On trouve des modèles très bon marché, des modèles intermédiaires et des outils professionnels beaucoup plus chers. Je ne vais pas vous dire qu'il faut toujours acheter le plus cher, parce que ce n'est pas vrai pour tout le monde. Mais je vais vous dire qu'il faut acheter cohérent. Si vous devez déposer une petite boîte de traction une seule fois, un modèle d'entrée ou de milieu de gamme bien choisi peut suffire, à condition d'être stable, adapté et utilisé avec prudence. Si vous faites plusieurs interventions, si vous travaillez sur des véhicules variés, si vous touchez à des boîtes automatiques ou à des transmissions lourdes, économiser trop sur cet outil peut vite devenir un mauvais calcul. Les détails qui semblent secondaires sur la fiche produit deviennent essentiels dans la vraie vie. La largeur de la base, la qualité, de la commande de descente, la rigidité de la colonne, l'amplitude d'inclinaison, la forme de la tête, la présence de chaînes, la disponibilité de pièces de rechange, la facilité de purge hydraulique, la stabilité quand la charge est haute. J'aime aussi regarder les dimensions réelles, parce qu'un outil excellent sur le papier peut être pénible dans un petit garage. Si les pieds ne passent pas entre les chandelles, si la hauteur minimale est trop grande, si la tête ne rentre pas sous le carter, si les roulettes se bloquent sur votre sol, vous allez regretter l'achat. Le meilleur cric de transmission est celui qui fonctionne dans votre environnement réel, pas seulement dans une photo de catalogue. Parlons justement de l'erreur classique du cric rouleur avec une planche. Je l'ai déjà vu, vous l'avez sûrement déjà vu, et certains l'ont peut-être déjà fait. On pose une planche sur un cric, on cale vaguement la boîte, on descend doucement en espérant que ça ira. Parfois ça passe. Le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'une méthode a fonctionné une fois qu'elle est bonne. Un cric rouleur monte en arc de cercle, pas parfaitement verticalement. Son point d'appui se déplace légèrement pendant la levée, il n'est pas conçu pour gérer l'inclinaison d'une boîte. Une planche peut glisser, se fendre, basculer ou masquer un appui fragile. Dans certains cas très simples, avec une petite boîte légère et beaucoup de précautions, des mécaniciens expérimentés peuvent improviser, mais si je parle à quelqu'un qui veut choisir un outil et faire les choses correctement, je ne vais jamais présenter cette improvisation comme la solution idéale. Le jack transmission existe parce qu'il répond à un besoin précis,
Il ne rend pas l'opération automatique, mais il réduit les risques et augmente la précision. Une autre erreur, c'est de confondre soutenir et soulever. Quand une boîte est encore fixée au moteur, le cric doit venir la soutenir. Pas lever tout l'ensemble jusqu'à déformer les supports, ou mettre la caisse en tension. Si vous pompez trop, vous pouvez déplacer le moteur, coincer des vis, tordre un support, ou rendre la dépose plus difficile. Je monte jusqu'au contact, je prends le poids progressivement, et j'observe. Quand je retire un support de boîte, je veux que la transmission reste stable, pas qu'elle bondisse ou s'affaisse. Pour cela, il faut trouver le bon point d'appui, et parfois corriger l'angle avant même de retirer les dernières fixations. Je prends aussi le temps de marquer ou de photographier certains passages de faisceaux, supports, vis de longueurs différentes, entretoises et positions de traverse. Ce n'est pas directement le sujet du cric, mais ça fait partie d'une intervention propre. Un bon outil ne remplace pas une bonne mémoire ni une bonne organisation. Pendant le remontage, je préfère perdre 10 minutes à vérifier qu'une durite passe au bon endroit plutôt que de devoir redescendre la boîte parce qu'un faisceau est coincé derrière. Le cric de transmission vous donne la possibilité de faire ces vérifications calmement, car la boîte reste tenue sans que vous ayez à la porter. Il faut aussi adapter la méthode selon le véhicule. Sur une traction à moteur transversal, on travaille souvent dans un espace serré, avec un berceau, des cardans, un support de boîte, parfois une batterie et son bac à retirer, parfois une partie de suspension à libérer. Le jack peut servir à soutenir la boîte pendant qu'on ajuste la hauteur du moteur. Sur une propulsion, la boîte sort souvent vers l'arrière, avec un arbre de transmission, une traverse, un tunnel, une ligne d'échappement, et parfois un levier à désaccoupler. Là, l'inclinaison avant-arrière devient cruciale. Sur un 4x4, la boîte de transfert ajoute du poids et de l'encombrement, et le centre de gravité peut devenir vraiment piégeux. Dans ce cas, je suis encore plus strict sur la capacité et sur la fixation de la charge. Sur certains véhicules modernes, on peut aussi utiliser un cric de transmission pour soutenir un berceau ou un sous-ensemble, mais il faut le faire avec discernement, car la forme et les points d'appui sont différents. L'outil est polyvalent, mais il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Si je devais résumer mentalement mon choix avant achat, je me poserais toujours les mêmes questions, même si je ne vais pas vous les transformer en checklist. Est-ce que l'outil porte largement plus que ce que je vais lui demander? Est-ce qu'il descend de façon progressive? Est-ce qu'il a une hauteur compatible avec mon espace? Est-ce que sa base est stable? Est-ce que la tête maintient vraiment la transmission? Est-ce que je peux régler l'angle? Est-ce que je peux le déplacer sous charge sans me battre? Et est-ce que je lui fais confiance quand je suis sous la voiture? La confiance ne doit pas être aveugle. Elle doit venir de la qualité, de l'état de l'outil et de la méthode. Je veux aussi insister sur le fait qu'un jack transmission ne doit jamais devenir une invitation à travailler seul sur une opération trop lourde pour votre niveau. Il y a des moments où être deux est simplement plus intelligent. Une personne peut surveiller un côté, guider un faisceau, observer un contact, aider à stabiliser, pendant que l'autre contrôle le cric. Cela ne veut pas dire qu'il faut mettre les mains partout ou prendre des risques, mais une deuxième paire d'yeux peut éviter une erreur. Si vous êtes seul, allez encore plus lentement. Arrêtez-vous souvent. Sortez de dessous la voiture pour regarder l'ensemble. N'essayez pas de gagner 30 secondes. En mécanique, les 30 secondes gagnées en force se transforment souvent en 3 heures perdues à réparer une bêtise. Je parle aussi à ceux qui filment leurs interventions ou qui travaillent pour créer du contenu. Ne sacrifiez jamais la sécurité pour une belle image. Une transmission qui descend bien, lentement, avec un bon outil, c'est moins spectaculaire qu'un moment de panique. Mais c'est exactement ce qu'il faut montrer. La bonne mécanique, ce n'est pas seulement réussir à démonter, c'est démonter sans casser, sans se blesser, et pouvoir remonter correctement derrière. Un bon jack transmission rend le travail plus propre, plus professionnel, et surtout plus répétable. Quand on a compris l'outil, on gagne en calme. On n'a plus cette sensation de devoir retenir la boîte avec l'épaule ou le genou. On peut réfléchir, ajuster, observer. C'est ce calme qui fait la différence. Pour finir, je veux que vous reteniez une idée simple. Une transmission ne tombe pas toujours quand on s'y attend, et elle ne se comporte pas toujours comme on l'imagine. Tant qu'elle est fixée, elle semble faire partie de la voiture. Au moment où les derniers points de fixation lâchent, elle devient une masse indépendante, lourde, irrégulière et parfois instable. Le rôle du jack transmission, c'est de transformer ce moment dangereux en mouvement contrôlé. Bien choisi, il vous donne de la marge.
Bien utilisé, il vous donne de la précision. Mal choisi ou mal utilisé, il peut devenir une fausse sécurité. Alors prenez le temps de regarder la capacité, la hauteur, la stabilité, le plateau, les réglages d'angle, l'état hydraulique, la qualité des roues et l'adaptation à votre garage. Préparez la voiture, soutenez le moteur si nécessaire, sécurisez la charge, descendez lentement, ne forcez pas au démontage, n'utilisez pas les vis pour tirer au remontage, et respectez toujours ce que la mécanique vous dit. Si ça bloque, ce n'est pas le moment de devenir brutal, c'est le moment de comprendre. Moi, Didier Manson, c'est exactement comme ça que j'aborde le choix et l'utilisation d'un cric de transmission. Pas comme un simple achat d'atelier, mais comme un vrai partenaire de sécurité et de précision. Et si cette vidéo vous évite ne serait-ce qu'une boîte qui bascule, un carter fissuré, un convertisseur mal engagé, un doigt coincé ou une journée entière perdue à cause d'un mauvais alignement, alors elle aura rempli son rôle. La prochaine fois que vous verrez une boîte de vitesse sous une voiture, ne la regardez pas seulement comme une pièce à déposer. Regardez-la comme une charge à contrôler, à accompagner et à respecter. C'est cette mentalité qui permet de travailler mieux, plus proprement, plus sûrement, et de progresser réellement en mécanique automobile. Bonjour à toutes et à tous, c'est Didier Manson, et aujourd'hui je vous emmène dans un sujet qui paraît simple tant qu'on ne l'a jamais vécu sous une voiture, mais qui peut tout changer dans un atelier comme dans un garage de passionnés. Jack Transmission Guide de choix et de bonnes pratiques. Autrement dit, comment choisir, comprendre et utiliser correctement un cric de transmission. Si vous avez déjà essayé de déposer une boîte de vitesse, une boîte de transfert, un différentiel ou même un ensemble moteur-boîte, sans l'outil adapté, vous savez que ce n'est pas seulement une question de confort. C'est une question de précision, de sécurité, et parfois de sauver une pièce qui coûte très cher. Restez bien jusqu'au bout, parce que je vais vous montrer comment éviter l'erreur la plus fréquente, celle qui fait basculer une transmission au moment où l'on pense que tout est sous contrôle. Et je vais aussi vous donner ma méthode pour choisir un modèle qui ne finira pas oublié dans un coin parce qu'il est trop haut, trop instable, trop faible ou tout simplement mal adapté à vos voitures. Quand je parle de cric de transmission, je ne parle pas d'un cric classique que l'on glisse sous un bas de caisse pour soulever un véhicule. Je parle d'un outil conçu pour soutenir une masse lourde, irrégulière, souvent pleine d'huile, fixée par des boulons difficiles d'accès et dont le centre de gravité n'est presque jamais là où on l'imagine. Une boîte de vitesse manuelle peut sembler compacte, mais elle a un poids concentré, une forme asymétrique, des supports qui accrochent, un arbre primaire qui refuse parfois de sortir proprement, et au moment où elle se libère, elle peut se décaler d'un coup. Une boîte automatique peut être encore plus exigeante, parce qu'elle est plus lourde, plus longue, plus encombrante, et parce qu'elle contient souvent un convertisseur qu'il faut maintenir correctement pour éviter les mauvaises surprises. C'est là que le cric de transmission prend tout son sens. Il ne sert pas seulement à lever ou à descendre, il sert à accompagner un mouvement, à contrôler un angle, à garder une pièce stable, à travailler seul plus sereinement, ou à permettre à deux personnes de travailler avec beaucoup plus de précision. La première chose que je regarde avant d'acheter ou d'utiliser un cric de transmission, c'est la situation dans laquelle il va réellement travailler. Beaucoup de gens choisissent un outil en regardant uniquement la capacité annoncée, par exemple 500 kg ou 1 tonne, et ils pensent que le problème est réglé. En réalité, la capacité n'est qu'une partie de l'histoire. Je veux savoir si je travaille sous un pont élévateur, sur une fosse, sous une voiture posée sur chandelle ou sur un véhicule utilitaire, qui laisse plus de hauteur sous caisse. Je veux connaître la hauteur minimale de l'outil, parce qu'un cric excellent sur le papier peut devenir inutilisable s'il ne passe pas sous le véhicule. Je veux connaître la hauteur maximale, parce qu'un modèle trop court ne permettra pas d'aller chercher une boîte quand la voiture est haute sur un pont. Je veux aussi comprendre la stabilité à mi-course, parce qu'un cric peut être stable en bas, correct en haut, mais devenir désagréable lorsqu'il est chargé et légèrement incliné. Dans la vraie vie, c'est souvent à ce moment-là que l'on travaille, avec une pièce encore accrochée, des vis à finir de retirer, et très peu de marge autour. Je fais toujours une différence entre les crics de transmission bas, que l'on utilise au sol, et les modèles hauts, souvent pensés pour travailler sous un pont. Le cric bas ressemble parfois à une table roulante, ou à un cric hydraulique équipé d'une selle spéciale. Il est très pratique pour le mécanicien qui travaille dans un garage domestique, parce qu'il peut passer sous une voiture sur chandelle, à condition que la hauteur minimale soit vraiment compatible.
Mais il impose une autre réalité. On travaille allongé, avec peu d'espace, et la transmission doit être déplacée sur une distance limitée. Le cric haut, lui, est pensé pour accompagner la boîte quand le véhicule est levé. Il permet de travailler debout, de mieux voir, de mieux aligner et de manœuvrer autour de la voiture. En revanche, il exige un sol bien plat, de bonnes roulettes, une base large et un guidage propre, parce que plus la charge est haute, plus l'effet de levier devient important. Ce n'est pas un détail. Une boîte qui bouge de quelques centimètres en hauteur peut devenir très difficile à rattraper si la base n'est pas stable. Ensuite, je regarde le système de levage. Le plus courant, c'est l'hydraulique à pédale ou à pompe manuelle. J'aime ce système parce qu'il est simple, robuste, facile à comprendre et qu'il permet une montée progressive. Pour un usage amateur sérieux ou pour un atelier généraliste, c'est souvent le meilleur compromis. Mais tous les hydrauliques ne se valent pas. Une pompe qui monte par petits à-coups, une descente trop rapide, une valve difficile à doser et le travail devient stressant. Quand je teste un cric, je veux que la descente soit contrôlable au millimètre, parce que déposer une transmission, ce n'est pas ouvrir une trappe et la laisser tomber. On doit parfois descendre un peu, reculer de 2 cm, incliner, vérifier qu'un faisceau ne reste pas accroché, descendre, encore, puis dégager l'ensemble. Une descente brutale, même sur quelques centimètres, peut abîmer un arbre, un carter, une durite, un capteur, ou simplement surprendre la personne qui tient la pièce. Il existe aussi des modèles pneumatiques ou hydropneumatiques, très agréables dans un atelier équipé en air comprimé. Ils permettent de lever sans effort, de gagner du temps et d'enchaîner les opérations avec moins de fatigue. Mais je ne les conseille pas automatiquement à tout le monde. Si vous n'avez pas un compresseur fiable, une ligne d'air correcte et l'habitude de régler ce type de matériel, un bon hydraulique manuel peut être plus sûr et plus prévisible. Le confort ne doit jamais remplacer le contrôle. Il y a aussi des systèmes à vis, parfois plus lents mais extrêmement précis, qui peuvent être intéressants pour de l'alignement ou pour certains usages spécifiques. Dans mon approche, je ne cherche pas l'outil le plus impressionnant. Je cherche l'outil qui me laisse garder la maîtrise quand la situation devient délicate. La capacité de charge doit être choisie avec une marge intelligente. Je ne veux pas utiliser un cric à la limite de ce qu'il peut supporter, même si la fiche technique dit que cela passe. Une boîte qui pèse 120 kg n'est pas une charge posée parfaitement au centre, immobile, sur un sol de laboratoire. Dans un garage, elle peut être légèrement décalée, inclinée, retenue par un support, puis libérée d'un coup. Elle peut nécessiter un mouvement latéral, et parfois on ajoute un adaptateur, une cale, une planche ou un support qui modifie la répartition. C'est pour cela que j'aime avoir une marge confortable. Pour des boîtes manuelles de voitures légères, un modèle de bonne qualité avec une capacité moyenne peut suffire, mais dès que l'on touche à des utilitaires, à des transmissions automatiques, à des 4 roues motrices, à des boîtes de transfert ou à des ensembles plus imposants, il faut viser plus sérieux. Acheter trop faible, c'est économiser au mauvais endroit. Acheter beaucoup trop gros peut aussi devenir pénible, parce qu'un outil surdimensionné peut être plus lourd, plus encombrant, moins maniable et trop haut pour certaines voitures. Le bon choix, c'est celui qui correspond à la réalité de vos véhicules. La selle, ou le plateau supérieur, est l'une des parties les plus importantes. C'est elle qui transforme un simple appareil de levage en vrai support de transmission. Une bonne selle doit permettre de soutenir une forme irrégulière, de régler l'inclinaison vers l'avant et vers l'arrière, parfois aussi latéralement, et de fixer la boîte avec des chaînes ou des sangles. Je me méfie des plateaux trop petits, trop lisses ou trop simples. Une transmission ne doit pas être simplement posée comme un carton sur une étagère. Elle doit être retenue. Quand elle est encore fixée au moteur, on peut croire qu'elle est stable. Mais au moment où les derniers boulons sortent, la charge change. Si elle n'est pas sanglée, elle peut pivoter. Si elle pivote, on réagit instinctivement avec les mains. Et c'est précisément ce qu'il faut éviter. Parce qu'aucune main ne doit devenir le dernier dispositif de sécurité entre une boîte de vitesse et le sol. Je préfère un cric qui permet de travailler l'angle avec précision. Lorsqu'on dépose une boîte, l'alignement est rarement parfaitement horizontal. Le moteur peut basculer légèrement quand son support arrière est retiré. La boîte peut devoir descendre d'abord à l'arrière pour dégager un tunnel. L'arbre primaire doit sortir sans forcer sur l'embrayage. Au remontage, c'est encore plus sensible. Il faut présenter la boîte dans l'axe, sentir qu'elle s'engage, éviter de la suspendre. Sur les cannelures,
et ne jamais utiliser les vis de fixation pour tirer la boîte contre le moteur. Je le répète souvent sur la chaîne, parce que c'est une erreur que l'on voit trop. Les boulons ne sont pas des outils d'alignement. Si la boîte ne rentre pas, il faut comprendre pourquoi. Peut-être que l'angle est mauvais, peut-être que le disque d'embrayage n'est pas centré, peut-être que l'arbre primaire n'est pas aligné, peut-être qu'un pion de centrage accroche. Un cric de transmission avec réglage d'inclinaison aide énormément à résoudre cela proprement, sans violence. La stabilité au sol dépend beaucoup de la base et des roulettes. Une base large inspire confiance, mais elle doit aussi passer sous le véhicule et autour des obstacles. Des roulettes solides sont indispensables, surtout quand le sol n'est pas parfait. Dans un atelier, un joint de dalle, un petit gravier, une trace de soudure ou un câble au sol peuvent suffire à bloquer une roue au mauvais moment. Quand le cric est chargé, on ne veut pas tirer comme un fou pour le déplacer. On veut un mouvement doux, contrôlé, progressif. Je vérifie toujours que les roulettes pivotent bien, qu'elles supportent la charge sans se mettre de travers, et que le cric ne prend pas de jeu excessif. Le jeu, au départ, peut sembler acceptable. Mais avec une boîte lourde au-dessus, ce petit flottement devient une sensation d'insécurité. Et quand on travaille sous une voiture, la sensation d'insécurité fatigue vite, parce qu'elle oblige à compenser en permanence. Il faut aussi parler de la hauteur minimale, parce que c'est souvent le piège numéro 1 pour les particuliers. Sur photo, un cric paraît compact. Dans la fiche technique, on lit une hauteur minimale, mais on oublie que le plateau, les adaptateurs, les chaînes, parfois même la forme du carter, ajoutent de la hauteur utile. Si la voiture est seulement sur chandelle et que la boîte doit descendre avec une cloche assez volumineuse, on peut se retrouver coincé. La boîte est libérée, mais l'ensemble ne passe pas sous le véhicule. Avant de commencer, je mesure toujours. Je veux savoir combien d'espace j'ai entre le sol et la partie la plus basse qui devra sortir. Je veux savoir si je peux baisser le cric assez bas une fois la transmission dessus. Et je veux savoir si je devrais lever le véhicule plus haut, retirer une traverse, tourner légèrement la boîte, ou utiliser une planche. Pour faire glisser l'ensemble, anticiper ces détails évite de se retrouver avec une transmission suspendue, une voiture immobilisée et une solution improvisée qui augmente les risques. Le choix du cric dépend aussi du type d'intervention. Pour une simple dépose de boîte manuelle sur une voiture compacte, on peut utiliser un modèle bas, stable, avec une selle inclinable et une capacité correcte. Pour une boîte automatique lourde, je veux une capacité supérieure, une selle plus généreuse, des chaînes sérieuses et une descente très progressive. Pour une boîte de transfert, la forme est parfois tellement irrégulière que je privilégie un plateau adaptable et des points d'arrimage faciles. Pour un différentiel arrière, un cric de transmission peut être très pratique, mais il faut parfois compléter avec des cales en caoutchouc ou en bois dur pour épouser la forme du carter sans l'abîmer. Pour un réservoir, certains utilisent aussi ce type d'outil, mais il faut être encore plus attentif aux surfaces de contact et à la stabilité, parce qu'un réservoir n'a pas la même rigidité qu'une transmission. L'idée n'est pas de détourner l'outil n'importe comment, mais de comprendre ses limites et d'adapter le support à la pièce. La qualité de fabrication se voit dans les détails. Je regarde les soudures, l'épaisseur des éléments, la rigidité de la colonne, la précision des axes, la qualité de la pompe, la facilité d'accès à la valve de descente et la manière dont le plateau se verrouille. Un cric de transmission n'est pas un outil que j'achète uniquement pour qu'il soit joli dans l'atelier. Je veux qu'il garde son comportement après plusieurs utilisations, qu'il ne se torde pas, qu'il ne perde pas de pression pendant que je travaille, et qu'il ne m'oblige pas à lutter contre lui. Une petite fuite hydraulique, ce n'est pas seulement une tache au sol, c'est un signe à prendre au sérieux. Un cric qui descend lentement sous charge, même de façon presque invisible, n'est pas acceptable pour soutenir une transmission pendant que l'on démonte autour. On doit entretenir l'outil, vérifier l'huile hydraulique si le modèle le permet, purger si nécessaire, contrôler les axes, nettoyer les roulettes, et ne jamais ignorer un comportement inhabituel. Je sais que beaucoup de passionnés se demandent s'il faut absolument acheter un cric de transmission, ou s'il est possible de se débrouiller. Avec un cric rouleur classique, ma réponse est nuancée, mais claire. Pour certaines petites interventions, avec de l'expérience, des cales bien faites et beaucoup de prudence, certains y arrivent. Mais ce n'est pas parce qu'une méthode a fonctionné une fois qu'elle est bonne. Un cric rouleur classique lève sur un point, avec une selle pensée pour un châssis, pas pour stabiliser une boîte. Il ne retient pas correctement la charge. Il ne règle pas l'angle de la même façon. Et il peut devenir instable lorsque la pièce est haute ou décentrée.
Si vous faites une dépose de transmission une fois tous les 10 ans, vous pouvez envisager la location d'un vrai cric de transmission. Si vous aimez travailler sur vos voitures, si vous avez plusieurs projets, ou si vous touchez régulièrement à l'embrayage, à la boîte, au pont ou à la transmission intégrale, l'achat devient vite logique. Ce n'est pas l'outil qui fait le mécanicien, mais le bon outil permet au mécanicien de travailler plus proprement et plus calmement. Le budget doit être pensé en fonction du risque évité. Je comprends très bien l'envie de payer le moins cher possible, surtout quand on investit déjà dans des pièces, des fluides, un embrayage, des joints, des supports, et parfois des outils spécifiques. Mais je conseille de ne pas regarder seulement le prix d'achat. Regardez ce que coûte une boîte abîmée, un carter fissuré, un capteur cassé, une journée perdue parce que l'outil n'est pas adapté, ou pire, une blessure. Un modèle d'entrée de gamme peut faire le travail s'il est utilisé dans ses limites, sur des charges raisonnables, avec un sol correct et une méthode prudente. Mais si vous savez que vous allez manipuler du lourd, prenez un outil plus sérieux. Il vaut mieux acheter une fois un modèle fiable que remplacer 2 outils médiocres et garder entre-temps de mauvais souvenirs. Je ne cherche pas toujours le haut de gamme, mais je cherche toujours la cohérence entre le prix, l'usage et la sécurité. Avant chaque utilisation, ma méthode commence par la préparation. Je ne mets pas le cric sous la voiture en me disant que je verrai bien. Je prépare la zone, j'enlève ce qui traîne, je vérifie que le sol est propre, je m'assure que le véhicule est correctement levé et sécurisé, et je garde à portée de main les outils dont j'aurai besoin. Si je travaille sous chandelle, je vérifie la stabilité du véhicule avant de toucher à la transmission. Si je travaille sur un pont, je m'assure que la voiture est bien équilibrée, surtout lorsqu'on retire une pièce lourde qui peut modifier légèrement la répartition. Je ne compte jamais sur le cric de transmission pour soutenir la voiture, et je ne compte jamais sur un support moteur improvisé quand le moteur risque de basculer. Si un support de boîte doit être retiré, je prévois comment le moteur sera maintenu. Le cric de transmission soutient la transmission. Il ne remplace pas toute la logique de sécurité autour du véhicule. Quand je place le cric, je cherche le centre de gravité. Pas seulement le point le plus facile à atteindre, c'est une étape qui demande un peu d'observation. Je regarde la forme du carter, la position de la cloche, l'arrière de la boîte, le poids du différentiel intégré si c'est une traction, la présence d'une boîte de transfert si c'est un 4 roues motrices, et les zones solides où l'on peut appuyer sans casser un élément fragile. Je protège les surfaces si nécessaire avec du caoutchouc ou du bois, mais je n'empile pas des cales instables. Dès que la transmission repose sur le plateau, je fixe avec des chaînes ou des sangles. Je ne serre pas comme si je voulais écraser le carter, mais je veux empêcher la pièce de basculer. Ensuite seulement, je continue à retirer les fixations. Cette progression donne du temps pour sentir si le poids est bien pris, si, au moment de desserrer un boulon, la boîte bouge ou change d'attitude, c'est un message. Il faut s'arrêter, corriger le soutien, et ne pas continuer par fierté. La dépose doit se faire lentement. Je sais que dans les vidéos, on aime les moments où tout va vite, où la boîte sort d'un coup et où l'on passe à l'étape suivante. Dans la vraie vie, je préfère perdre 3 minutes que casser quelque chose. Je vérifie les connecteurs, les câbles, les tringleries, les durites, les masses, les supports, les vis cachées, les pions de centrage, les échappements qui gênent, les arbres de transmission, les cardans et tout ce qui peut retenir la pièce. Une transmission qui ne vient pas a toujours une raison. Forcer avec un levier peut parfois aider à décoller une portée, mais forcer sans comprendre est une mauvaise habitude. Avec le cric, je soutiens légèrement, je soulage les contraintes, je bouge un peu l'angle, et je cherche le mouvement naturel. Quand la boîte se libère, je garde les mains hors des zones de pincement. Je guide, je ne porte pas. C'est toute la différence entre travailler avec un outil et devenir soi-même l'outil. Au remontage, le cric de transmission devient encore plus précieux. Beaucoup de gens pensent que la dépose est le moment difficile, mais le remontage demande souvent plus de finesse. Il faut présenter la boîte exactement dans le bon axe. Parfois faire tourner légèrement l'arbre de sortie, ajuster l'inclinaison, approcher sans heurter le disque et sentir le moment où tout s'aligne. Si l'embrayage a été remplacé, le centrage du disque doit être impeccable. Si les pions de centrage sont sales ou oxydés, ils doivent être nettoyés. Si la boîte s'arrête à quelques millimètres du moteur, je ne prends pas les longues vis pour la tirer. Je recule, je vérifie, je corrige. Un bon cric me permet de maintenir la position sans fatigue pendant que j'observe. Il me permet de faire de petits ajustements, de garder la boîte stable et de transformer une opération brutale en opération précise.
C'est là que l'on comprend vraiment la valeur de l'outil. Je veux aussi insister sur les accessoires. Les chaînes fournies avec certains crics sont parfois correctes, parfois symboliques. Les sangles peuvent être très utiles, à condition d'être adaptées à la charge et en bon état. Les patins en caoutchouc évitent de faire glisser ou d'abîmer. Les adaptateurs spécifiques peuvent faire gagner beaucoup de temps, surtout sur des boîtes aux formes compliquées, mais les accessoires ne doivent pas devenir une excuse pour improviser dangereusement. Une sangle usée, un crochet mal placé, une cale fendue, une planche trop fine ou un plateau bricolé sans réflexion peuvent créer une fausse impression de sécurité. Je préfère un montage simple, solide et lisible, plutôt qu'un château de cale qui tient par chance. Quand je regarde mon installation, je me pose toujours la même question. Si la pièce bouge de 2 cm, qu'est-ce qui l'empêche de partir? Si la réponse n'est pas claire, je corrige avant de continuer. L'entretien du cric fait partie du choix, parce qu'un outil que l'on ne peut pas entretenir correctement vieillit mal. Après utilisation, je nettoie le plateau, surtout s'il y a de l'huile de boîte ou de la graisse. Je contrôle les roulettes, parce qu'elles ramassent toutes les saletés du sol. Je vérifie que la tige hydraulique est propre et non marquée. Je range le cric dans une position stable, sans charge, à l'abri des chocs. Si le modèle a besoin d'une purge, je suis la procédure. Si je constate une fuite, je ne me dis pas que ce sera pour la prochaine fois. La prochaine fois, ce sera peut-être une boîte plus lourde, une position plus difficile, ou une intervention où je serai moins disponible pour compenser. Un cric de transmission fiable est un outil silencieux. Il fait son travail sans attirer l'attention. Dès qu'il attire l'attention par un bruit, un mouvement, une fuite ou une résistance anormale, il faut s'en occuper. Pour choisir votre modèle, je vous conseille de partir de vos voitures, pas des promotions. Regardez la plus lourde transmission que vous risquez de manipuler, la hauteur à laquelle vous travaillez, l'espace disponible sous le véhicule, la fréquence d'utilisation, votre sol, votre manière de travailler et votre capacité à ranger l'outil. Un cric haut est magnifique dans un atelier avec pont, mais inutile si vous n'avez que des chandelles basses. Un cric bas très compact peut être parfait pour une compacte ou une ancienne, mais insuffisant pour un utilitaire ou une grosse automatique. Un modèle très bon marché peut dépanner, mais il faut accepter ses limites. Un modèle professionnel peut être un investissement durable, mais il doit rester adapté à votre environnement. Le meilleur cric de transmission n'est pas celui qui a la plus grosse capacité inscrite sur l'étiquette, c'est celui qui vous permet de faire votre intervention avec stabilité, précision et calme. Je veux terminer avec une idée importante. La sécurité en mécanique n'est pas une seule action, c'est une chaîne. Le cric de transmission est un maillon de cette chaîne. Avant lui, il y a le levage du véhicule, les chandelles ou le pont, la préparation, la compréhension de la pièce, l'outillage adapté. Pendant son utilisation, il y a le positionnement, l'arrimage, le contrôle de la descente, l'attention aux câbles et aux supports. Après, il y a le remontage, le couple de serrage, les niveaux d'huile, les essais, l'écoute des bruits et la vérification des fuites. Si un seul maillon est négligé, l'intervention devient plus risquée. Mais quand tout est pensé, une opération qui semblait intimidante devient logique. On ne se bat plus contre la voiture. On travaille avec méthode. Et c'est exactement ce que j'aime transmettre sur cette chaîne. Alors, si vous devez retenir une chose de cette vidéo, retenez que le cric de transmission n'est pas un luxe réservé aux ateliers professionnels. C'est un outil de contrôle. Il vous aide à gérer le poids, l'angle, la stabilité et le temps. Il vous évite de transformer une dépose de boîte en épreuve de force. Il protège vos pièces, votre voiture et votre corps. Avant d'acheter, mesurez vos hauteurs, estimez vos charges, regardez la selle, la stabilité, la qualité de descente, les roulettes et les possibilités d'arrimage. Avant d'utiliser, préparez votre zone, sécurisez le véhicule, trouvez le bon point d'appui, fixez la transmission et travaillez lentement. Et surtout, ne laissez jamais l'urgence décider à votre place. En mécanique, la patience coûte moins cher que la précipitation. Moi, c'est Didier Manson. J'espère que ce guide vous aidera à choisir le bon cric de transmission et à l'utiliser avec confiance. Prenez soin de vos voitures, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet mécanique sur la chaîne.